Merci beaucoup et merci infiniment de cette invitation. Et je vais parler ce soir sur Louis XVIII, la Restauration, l'Europe et la liberté. Et d'abord, il faut oublier nos préjugés nationaux et politiques pour revenir en 1814 quand les choses sont bien moins définies. Et je dirais, surtout en 1814, il n'y a pas d'histoire française, il n'y a qu'à l'histoire européenne. Et voici un portrait de Louis XVIII en émigration par son peintre de cour en émigration, François Huet Villiers. C'est 1810. Il a déjà un peu, peut-être, l'air anglais. Il ressemble un peu à George III. Et c'est peint à Hartwell pour faire ressouvenir de lui les Français. Et Louis XVIII était extrêmement français, mais en même temps, où est-ce que j'ai mis mon livre? En même temps, très très européen. Dynastiquement, comme vous savez mieux que moi, les Bourbons étaient une dynastie européenne autant que française. Alliés à Espagne, Naples et Parme, bien sûr, et aussi par mariage à l'Autriche, la monarchie française au XVIIIe siècle avait rejeté les conquêtes. D'abord au traité d'Aix-la-Chapelle en 1748, qui a fait dire à Paris « bête comme la paix », et ensuite, après la guerre d'indépendance américaine avec l'Angleterre. Vergennes, le grand Vergennes, un des plus grands diplomates de tous les temps, disait que la France n'avait pas besoin d'expansion ou de conquête. Et pas seulement le traité de Versailles de 1783, mais aussi un traité oublié, le traité de commerce entre la France et l'Angleterre de 1786, un des grands ouvrages de Louis XVI. Le gouvernement français croyait alors mettre les fondations d'une paix perpétuelle entre la France et l'Angleterre. Et ce traité était surtout populaire à Bordeaux. Nous revenons à Bordeaux. Et Louis XVIII, pendant l'émigration, c'est 23 ans d'émigration. Allemagne, Italie, Pologne, Courlande, un peu la Pologne, finalement l'Angleterre de 1807. Il est devenu encore plus européen et il s'est consciemment européanisé. Il a promis au gouvernement étranger de ne pas profiter des conquêtes faites par la prétendue République, je cite. Il se présentait au gouvernement d'Europe comme le pacificateur futur de l'Europe. Donc il parle toujours de l'Europe, encore plus peut-être que nos gouvernements d'aujourd'hui. Et la stratégie était bien plus importante à l'époque que les intérêts dynastiques. Les Bourbons d'Espagne et de Naples ne s'intéressaient pas vraiment à leurs aînés de France. Même le roi d'Espagne s'est allié à la République française et à l'Empire français. Les vrais amis des Bourbons de France étaient l'Angleterre et la Russie. Surtout au début, la Russie, Catherine II et Paul Ier ont reconnu officiellement Louis XVIII comme roi de France. Il lui donnait constamment de l'argent. Comme sait très bien le baron Pinotto, il y avait une fraternité d'armes entre les ordres de chevalerie française et russe. Et le premier chevalier du Saint-Esprit non catholique s'appelait Paul Ier de Russie. Et les deux monarques voulaient même une fusion des calendriers orthodoxes et catholiques. Et ensuite, il y a une rupture en 1801. Paul Ier met Louis XVIII à la porte, mais c'est seulement alors, pour quelques mois, que le roi hésite sur son futur et qu'il veut se retirer à Naples, 1802. C'est parce que la République française est en état de paix avec le reste de l'Europe pour quelques mois. Et c'est seulement en 1803 que Louis XVIII fait sa déclaration célèbre
J'ignore les desseins de Dieu sur ma race et sur moi, mais je connais les obligations qu'il m'a imposées par le rang où il lui a plu de me faire naître. Successeur de François Ier, je veux au moins pouvoir dire avec lui, nous avons tout perdu, hors l'honneur. Et le gouvernement britannique a aidé à faire circuler la réponse du roi sur les côtes de France. Donc le gouvernement britannique continue de supporter, de protéger l'avenir des Bourbons. En 1804, Louis XVIII a composé une autre déclaration avec tous les princes de sa famille qu'il a publiée, soi-disant, en mer Baltique pour protester contre le sacre de Napoléon Ier et ce qu'il appelle l'horrible farce du sacre. Et cette déclaration, un peu oubliée, montre qu'il savait évoluer politiquement. Il a une amnistie générale pour tous, même les régicides, et il accepte les changements administratifs depuis la Révolution. Comme dit son ami Davaret, si vous voulez la fin, vous voulez les moyens. Et il dénonce toujours la stratégie d'abord, il dénonce les conquêtes de la République comme un système de perfidie, de violence, d'ambition sans limite. Et Alexandre Ier, après l'assassinat de son père, il continue à payer de l'argent à Louis XVIII tous les ans. Il lui offre un asile à Métaux. Il continue à employer des royalistes français comme aide de camp, comme le comte de Rochechouart, et surtout un très grand ambassadeur oublié de nos jours, le comte Pozzo di Borgo, qui est corse comme Napoléon, qui déteste Napoléon depuis l'enfance, qui est un homme de confiance du tsar, et qui voit souvent Louis XVIII à Hartwell, en Angleterre. Et le tsar écrit à Louis XVIII en 1813. Sa biographe récente, Madame Ray, prétend qu'il n'aimait pas les Bourbons, mais il écrit à Louis XVIII il faut de la patience, une grande circonspection et le plus profond secret. Le moment n'est pas encore propice. Ça, c'est le 27 avril 1813, lettre non publiée. Donc, il gardait Louis XVIII comme solution de rechange. Et si Louis XVIII était le plus européen des rois de France, il en était surtout le plus anglais. Il était, comme disait une Anglaise qui le connaissait bien, extremely well informed about the country, its history and literature, being perfectly familiar to him, tout à fait connu de lui. Et en 1809, il écrit au ministre des Affaires étrangères, Lord Wellesley, le frère de Wellington, qui considérait les intérêts de la France comme inséparables de ceux de l'Angleterre. Et il y avait ce qu'on appelle un deal, un marchandage. Si l'Angleterre aide les Bourbons seront pro-anglais après leur restauration et renonceront surtout aux conquêtes françaises et surtout aux Pays-Bas, qui étaient un intérêt clé stratégique de l'Angleterre. Même en 1800, Pitt, le Premier ministre, avait dit formellement dans la Chambre des communes que la restauration des Bourbons serait la meilleure sécurité et pour l'Angleterre et pour l'Europe. Donc, on pense toujours à l'Europe et à l'avenir de l'Europe. On ne sépare pas les intérêts de son pays de ceux de l'Europe. Et Louis XVIII, après 1807, il n'est pas formellement reconnu comme roi de France, mais on l'appelle souvent His Most Christian Majesty. Et 1808, le prince de Galles, le futur régent, fils de Georges III, il va voir Louis XVIII, qui est alors chez son cousin Condé à Wanstead House. Il se met à genoux et il jure de ne jamais faire la paix sans que le roi ne soit restauré au trône de ses ancêtres. Et c'est lui, sans doute, qui aide
que en 1810, novembre 1810, la dernière reine de France, la femme de Louis XVIII, a un enterrement solennel dans la chapelle royale de Westminster Abbey, c'est-à-dire la première cérémonie catholique dans la très protestante Westminster Abbey est une cérémonie française et royale. Et toute la famille royale d'Angleterre et tous les ministres y envoient leur carrosse comme geste de respect. En 1811, le prince de Galles devient régent. Il inaugure sa régence avec une fête, juin 1811. Qui sont les hôtes d'honneur? Louis XVIII et toute sa famille. Il s'en vante comme un parent pauvre comme il était. Moi et tous les miens, nous sommes invités dans une lettre à Davaret. Et il reçoit le roi à Carlton House, son magnifique palais maintenant détruit, en disant « Ici, votre majesté est roi de France ». Et ce qu'on ne savait pas jusqu'à récemment, c'est que quand Louis XVIII écrit la déclaration d'Artwell du 1er février 1813, il reçoit les conseils de Castlereagh en secret, toujours dans un sens de modération, et c'est une déclaration très modérée que le gouvernement britannique aide à faire répandre sur les côtes de France et même en France quand les armées alliées s'avancent de l'Est. Et en effet, quoique c'est très confus, le gouvernement britannique aide les Bourbons, mais ce n'est jamais ouvert parce que théoriquement, on est toujours en pourparlers de paix au congrès de Châtillon, de février à mars 1814. Et je cite une lettre du comte de Blacas, qui était grand maître de la garde-robe du roi et son ministre. Septembre 1813, il écrit au marquis de Bonnet à Vienne: « Je ne puis du reste, monsieur le marquis, que vous répétez ce que je vous ai déjà dit à l'égard des vues du roi sur les véritables intérêts de la France. Elles lui sont invariablement inspirées par les sentiments de modération et de justice qu'un gouvernement légitime peut seul faire partager au peuple français, en garantissant à ce peuple malheureux une paix qu'appelle si longtemps le vœu national. Le roi énoblira les sacrifices qu'il exige. » Donc, il parle un langage de paix et d'Europe. Quel contraste avec le langage du gouvernement de Napoléon Ier. Et voilà la chapelle de Hartwell, organisée pour la famille royale. Et maintenant, Bordeaux. On oublie trop la journée du 12 mars de Bordeaux. C'est, je crois, le seul cas dans l'histoire de France où une ville de province a fait un mouvement qui a organisé un changement de régime permanent à Paris. Et le personnage clé, c'est sans doute le comte Lynch, le maire de Bordeaux, d'origine jacobite, anglo-irlandaise, qui est royaliste, et imbu du feu sacré de la religion et de la fidélité, il considère Louis XVIII, comme il l'écrit en 1814, l'image de la divinité sur la terre. Et c'est une combinaison bordelaise, bourbono-britannique, 3B. L'armée de Wellington s'avance de l'Espagne, les royalistes de Bordeaux, et toute la ville est complètement détruite par la politique et l'économie de Napoléon. Il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de navires dans le port de Bordeaux, qui était le premier port de France avant la Révolution. Et les Bourbons organisent, ils enrôlent des ouvriers de Bordeaux. Ça, c'est le comte Lynch, le maire, et un personnage qui s'appelle Taffard de Saint-Germain. Et puis, il y a le duc d'Angoulême. Et Wellington, il dit, oui, nous n'avons aucun engagement avec les Bourbons, le gouvernement britannique a les mains libres, mais en effet, il a invité Angoulême
et il le reçoit à son quartier général, et il y a une coordination entre les mouvements de l'armée britannique et les mouvements du prince. Et les Anglais donnent le gouvernement des pays conquis au duc d'Angoulême. Le 12 mars, tout marche comme avec la précision d'une mécanique d'horlogerie, sans faute et sans effusion du sang. L'armée britannique arrive, le maire de la ville sort, il arrache sa cocarde tricolore, il met une cocarde blanche, et puis avec le maréchal Beresford et le duc d'Angoulême, il avance dans la ville, acclamé par une foule qui met aussi des cocardes blanches. Évidemment, tout est préparé. Le maréchal Beresford écrit à Wellington dans une lettre privée: toute la ville est venue à notre rencontre. Le maire était très fréquemment interrompu dans son discours avec des cris de « À bas les aigles, vive les Bourbons !» Il a mis la cocarde blanche et l'écharpe blanche. Tout le monde, dès ce moment, tout le monde apparaissait avec des cocardes blanches. Et tout le monde s'est déclaré ouvertement contre Bonaparte. 12 mars à 1814, il fallait beaucoup de courage. Il a des cris de « plus de tyrans, plus de guerre, plus de conscription, plus d'impôts vexatoires ». Angoulême sait se présenter plutôt en candidat politique. Pas un balcon, pas une croisée qui ne fût remplie de femmes, écrit un Bordelais, Edmond Géraud. Le prince est accueilli par les acclamations d'une foule immense. Voilà Louis XVIII, la duchesse d'Angoulême à gauche, le duc d'Angoulême à droite. C'est un dessin bordelais de l'époque. Et il crée l'ordre du brassard de Bordeaux pour célébrer la journée du 12 mars. Le comte Lynch parle de cet adorable prince. Tous veulent le voir, toucher ses vêtements, les harnais de son cheval. Il dit qu'il ne pouvait être mieux gardé que par le peuple. En effet, Angoulême, qui est tout à fait oublié, il joue très bien son rôle le 12 mars à Bordeaux. Et c'est pour ça que, 6 ans plus tard, Louis XVIII nomme l'héritier du trône, l'enfant du miracle, par le titre sans précédent de duc de Bordeaux. À une députation de cette ville, il dit, et je cite, « Il aurait manqué quelque chose à ma joie si l'enfant que la Providence m'a donné n'eût rappelé par son nom l'événement le plus heureux de ma vie. Le 12 mars, ce seront les premiers mots qu'il apprendra à prononcer. Ils le feront souvenir que c'est dans vos murs comme en heure, comme disait Henri IV, comme heure, comme bonheur, a pris commencement. Ils lui enseigneront à vous aimer comme je vous aime. » Donc, il parle un langage émotionnel et plutôt politique, pas dynastique. Et le même phénomène, c'est aussi oublié que Bordeaux, se passe à Paris. Paris, alors, est au moins demi-royaliste. Voilà les entrées des souverains alliés à Paris le 31 mars. Le comte Pozzo de Borgo a écrit une belle proclamation et il appelle cette journée la fête de l'Europe. Le long des boulevards, le tsar de Russie et le roi de Prusse et le commandant Schwarzenberg de l'armée autrichienne sont acclamés par des cris « Vive nos libérateurs! Vive le tsar! Vive la paix !» Et tous les officiers russes disent que c'est comme si un grand peuple commence à respirer librement. Il y a aussi des cris « Vive le roi! Vive Louis XVIII! Vive les Bourbons! À bas le tyran !» Et cette détestation de la tyrannie est assez universelle. C'est encore un atout pour les Bourbons. On oublie peut-être à quel point Napoléon était tyran. Pas seulement par la conscription, les impôts, etc. Et on appelait alors la conscription la guillotine en permanence. Mais il allait plus loin encore que quelques dictateurs, même du XXe siècle. Il a emprisonné le pape, il faisait des poursuites contre les familles des prêtres qui restaient loyaux au pape, et il voulait même que
toutes les héritières de son empire ne choisissent des époux de son choix à lui. Donc il mettait la main dans la vie intime des familles. Et cette manifestation royaliste et toute européenne, c'est tout le long des Champs-Élysées et des boulevards. Et Caulaincourt avoue la force du royalisme à Paris ce même jour dans ses rapports à Napoléon, et les bonapartistes appellent Paris la grande cosaquerie. Et il y a une manifestation royaliste à l'Opéra le soir du 1er avril 1814. Vive Alexandre, vive ce roi des rois, chante le parterre. Ce prince Auguste a le triple renom de héros, de juste, de nous rendre un Bourbon. Et le 2 avril, les villes sont encore plus anti-Napoléon que les armées étrangères et les souverains étrangers. Bordeaux, Paris, bien d'autres villes. Marseille chasse le préfet de Napoléon. À Milan, il y a une émeute contre les autorités napoléoniennes. Et le conseil municipal de Paris lance une réquisitoire contre Napoléon le 2 avril en appelant les Bourbons. Qui de nous n'a perdu un fils, un frère, des parents, des amis? Quel bien nous ont-elles fait ces funestes victoires? Et maintenant, voilà le départ de Louis XVIII du château de Hartwell le 22 avril. Et c'est fait sur sa commande par son peintre du cabinet Melling, un peu plus tard. Donc le roi, sur le trône aux Tuileries, il veut se souvenir des journées de son exil. Et il lance ce qu'on appelle un charm offensive à Londres. Il parle toujours des relations d'amitié et de concorde, paix perpétuelle, et pour l'Angleterre et la France, et pour toute l'Europe. Ni moi, ni ma famille, nous n'oublierons jamais l'asile nous donné en Angleterre. Et il dit même à un dîner à Carlton House qu'il attribue la restauration de notre maison sur le trône de ses ancêtres, après la divine providence, au conseil de votre Altesse royale et à ce glorieux pays. Et c'est sûr, vous voyez là le départ de Louis XVIII avec le prince régent, c'est sur le yacht royal anglais, Royal Sovereign, le 23 avril, qu'il va de Douvres à Calais. Malheureusement, il n'y a pas de photo en couleur. C'est par Edward Bird. Donc, des tableaux commandés par le prince régent. Et voilà un dessin, Louis XVIII avec le futur George IV, qui se déplace à Douvres pour lui dire adieu. Et voilà Edward Bird, c'est l'arrivée à Calais. Les vierges de Calais présentent des fleurs au roi et à la duchesse d'Angoulême à ses côtés. Et je crois que l'homme en uniforme blanc, c'est sans doute le prince de Condé, je crois. Et les autorités de Calais. Et un cordon de quelle couleur? c'est bleu. Et il n'y a pas de honte ou de réticence sur le fait que la restauration est un événement européen, aidé et favorisé par les souverains étrangers. Pour beaucoup, comme vous avez vu, à Bordeaux et à Paris, le nationalisme est bien moins important que la paix et l'Europe. Et les lettres de félicitations par les souverains étrangers à Louis XVIII, qu'on vient de trouver, il ne parle presque pas de droit dynastique ou de légitimité ou de légitimisme, il parle surtout de l'Europe. Le 30 avril, l'empereur d'Autriche à Louis XVIII, c'est avec une bien vive satisfaction que je vois, dans l'heureux retour de votre Majesté dans ces États, le gage de la tranquillité future de l'Europe et l'époque de la reprise des anciennes relations d'amitié entre nos deux États, qui en sont l'une des premières conditions.
assez sèche, très diplomatique. Le 19 avril, Alexandre Ier à Louis XVIII a gardez-vous de l'armée, donc personne ne savait mieux qu'Alexandre Ier et les Romanov les dangers d'une armée puissante, et votre Majesté subjuguera tous les cœurs si elle manifeste ses idées libérales tendant à maintenir et à raffermir les institutions organiques de la France. Et voilà un tableau extraordinaire qui montre Louis XVIII qui console la France et derrière lui les monarques de l'Europe, le tsar, le roi de Prusse et l'empereur d'Autriche. Et voilà le duc et la duchesse d'Angoulême. Et voilà le bateau qui l'a amené d'Angleterre. Et comme roi de France, Louis XVIII renonçait les conquêtes et il suivait une politique d'union dans ce qu'il appelait, en utilisant ces mots, la grande famille européenne. Voilà encore la rentrée de Louis XVIII sur le Pont Neuf, encore une fois par Melling, et un tableau alors célèbre qui est une croisée de Paris lors du retour de Louis XVIII le 3 mai, et ça montre une mère et une sœur et des enfants qui auront leur avenir garanti des guerres et de la conscription de Napoléon qui les a pris, le frère et le fils. Et pendant les 100 jours, tous les hommes d'État et les monarques alliés montraient qu'ils croyaient que la cause de Louis XVIII était la cause de l'Europe. Et Lord Castlereagh, alors, il était peut-être le plus européen de tous les secrétaires d'État aux affaires étrangères de toute l'histoire de la Grande-Bretagne. Il voulait free intercourse between the ministers of the great powers as a body. Et il croyait que le Commonwealth d'Europe devrait avoir l'efficacité et la simplicité d'un État, the efficiency and the simplicity of a single state. Et Pozzo di Borgo croyait, qui était ambassadeur de Russie en France de 1814 à 1831, et au fond, il manipulait toute la politique française avec mastery. Il disait, l'union de l'Europe est une vérité qui commence à prendre ici tout son couleur, et voudrait, encore une fois, il parle d'institutions européennes, il voulait un point de contact central, une diète fédérative européenne permanente, et je cite. Et évidemment, ils n'ont pas eu ces institutions permanentes, peut-être parce que les ambassadeurs, les monarques se voyaient si souvent, ou à Paris, ou à Vienne, ou dans les congrès, ou dans les congrès d'ambassadeurs surtout, après les congrès de souverains, qui n'en avaient presque pas besoin. Et ce n'est pas seulement les ambassadeurs ou les ministres qui parlent de l'Europe. Alors, Victor Cousin, par exemple, écrivain libéral célèbre, écrit « L'Europe civilisée ne forme plus qu'une famille ». Walter Scott, lui-même, l'écrivain le plus vendu de l'époque, il parle de l'étroite et intime union des souverains dans la cause commune de l'Europe. Et, bon, Europe, mais l'autre grand fait du règne de Louis XVIII, c'est de réinventer la monarchie française comme une monarchie constitutionnelle et je dirais libérale. En contraste, Napoléon Ier est un vrai despote. Le 1er janvier 1814, il avait dit devant le corps législatif, si les Français veulent transiger avec les Bourbons, ils en sont les maîtres. La France a plus besoin de moi que moi de la France. Avril 1814, arrivée des Bourbons, 640 prisonniers sortent des prisons d'État. Même les régicides vont à la cour cette année-là. Et le 4 juin,
Louis XVIII octroie la charte. Voilà Louis XVIII par le baron Gérard, le peintre des rois et le roi des peintres, qui fait son premier peintre, et il est censé représenter le roi Louis XVIII le 3 mai 1814, méditant sur les institutions qu'il va donner à la France. Et il est assis devant la table qu'il a ramenée de l'exil. Quand vous pensez au bureau magnifique de Napoléon ou de Louis XV, vous voyez la simplicité du bureau du roi émigré. Il voudrait toujours se souvenir de l'émigration. Et il a pris une part importante dans la composition de la charte au mois de mai 1814. Le 4 juin, il déclare: nous avons volontairement et par le libre exercice de notre autorité royale accordé et accordant, fait concession et octroi, tant pour nous que pour nos successeurs et à toujours, de la charte constitutionnelle. Et voilà le roi donnant la charte à la France. C'est un dessin pour un tableau qui se trouve au Louvre. Égalité devant la loi, tolération des religions, liberté de la presse, de la pétition, et union et oubli. Oubli de tout le passé politique. Et garantie des ventes des biens nationaux. Et toutes les constitutions, toutes les frontières et toutes les dynasties de Napoléon disparaissaient avec lui. En contraste, la charte de Louis XVIII, qui a établi une époque de gouvernement parlementaire qui a duré jusqu'en 1848, a aussi été imitée partout en Europe. C'est peut-être le document clé du 19e siècle, bien plus important que Das Kapital de Karl Marx. C'est le modèle, c'est pas seulement l'inspiration, mais le modèle direct pour les constitutions de la Bavière, de la Belgique, de l'Espagne, de la Prusse, du Piémont et de l'Empire ottoman en 1876. Et la Grande-Bretagne ne pouvait pas avoir une telle influence parce qu'elle n'avait pas de constitution écrite. Personne ne savait ce que c'était la constitution britannique. Et Louis XVIII recommande la charte à son cousin Ferdinand IV, roi de Naples, en ces termes, dans l'année 1814. Il n'avait pas voulu être roi par la grâce du Sénat, mais il avait donné une constitution à ses peuples, parce que c'était l'esprit du siècle, et qu'il valait toujours mieux la donner que la recevoir. Et c'est, comme disait Chateaubriand, le roi comprenait son siècle. Et cette charte a vraiment donné un moment de paix constitutionnelle à la France. 3 fois, en 1815, 1820 et 1821, Louis XVIII a révoqué ses ministres pour prendre de nouveaux qui avaient la majorité dans la Chambre des députés. Il y a un vrai respect de la vie humaine, une vraie liberté. Il n'y a pas de phrase sous la Restauration comme celui de Barnave au début de la Révolution. Ce sang était-il donc si pur? L'opposition au régime pouvait écrire et parler relativement librement. C'est l'âge d'or de la presse libérale comme le constitutionnel. Il y a de vrais débats parlementaires qui sont suivis à travers l'Europe, même jusqu'à la Sibérie des décembristes. Voilà la charte constitutionnelle donnée par le roi. Voilà une procession du roi devant le palais Bourbon. Et c'est par Edward Byrd, un des innombrables artistes anglais qui habitait alors Paris. Voilà le service funèbre pour Louis XVI. Et le roi a commémoré la charte dans un bâtiment oublié aujourd'hui, le château de Saint-Ouen, aux portes de Paris, où il a écrit la déclaration de Saint-Ouen, la base de la charte, le 2 mai 1814. Et il a donné
le château à sa dernière amie, Madame du Kayla, et c'est là qu'elle a mis le tableau de Gérard que vous venez de voir. Il y avait là une plaque en marbre, je ne sais pas si la plaque s'y trouve toujours. Ici, le 2 mai 1814 a commencé une ère nouvelle. Donc, il pense à l'avenir, pas au passé. Voilà le départ au début des 100 jours, le départ des Tuileries, la rentrée de Napoléon. Voilà un portrait de Carnot, ministre de l'Intérieur. Et il a écrit une mémoire au roi. Cet ancien régicide, il se plaint en 1814 qu'il n'est pas très bien reçu aux Tuileries. Donc ça montre que même les régicides allaient à la cour et acceptaient à un certain degré les Bourbons. En plus, c'est pas seulement un âge d'or de la vie parlementaire, mais encore plus peut-être un âge d'or des arts. Je parlerai même d'une renaissance Bourbon. D'abord la presse, le constitutionnel, le conservateur, etc. Les grands écrivains qui se sont tus sur Napoléon, comme Madame de Staël et Chateaubriand, sont très proches du trône. C'est possible que Madame de Staël a écrit des discours pour Louis XVIII. Du moins, elle voulait qu'il paie les dettes de Louis XVI à Necker, ce qu'il a fait. Donc, la dot de la fille de Madame de Staël, qui est devenue duchesse en épousant le duc de Broglie, est payée par la liste civile de Louis XVIII. Et il y a bien d'autres, évidemment, Lamartine, Victor Hugo, de Vigny, qui écrivent pour les Bourbons. Et voilà une caricature de Louis XVIII, une caricature anglaise. Et c'est un roi insolite, il a toujours des surprises avec Louis XVIII. Vous voyez là, il prend une bain de foule, ce que n'auraient pas fait beaucoup d'autres souverains de l'époque. C'est devant le château des Tuileries, c'est au moment de son retour des 100 jours, où la moitié de Paris l'acclame, et il descend et il se mêle à la foule. C'est le 8 juillet. Encore une fois, la foule l'acclame, c'est la fête de Saint-Louis en 1816. Voilà le duc de Berry par Gérard, la mort du duc de Berry, l'assassinat par Louvel, qui avait été ouvrier de Napoléon à l'île d'Elbe, la duchesse d'Orléans avec son fils, toujours les d'Orléans se présentant en rivaux. Et je trouve ce tableau assez frappant qu'elle a envoyé à son père à Naples. C'est presque une déclaration politique. Nous voici. Et je crois que c'est fait en 1818 quand les Berry n'ont pas d'enfants. Donc il a toujours la possibilité. Voilà l'ouverture du Parlement au Louvre en 1823. Donc le Parlement se déplace au Palais Royal du Louvre. C'est un signe de l'affermissement de la monarchie. Le retour du duc d'Angoulême de la guerre d'Espagne en 1823. Encore une fois, l'affermissement de la monarchie. Elle a une armée forte et censée être loyale. Et voilà la chapelle ardente de Louis XVIII aux Tuileries, après sa mort, par Isabelle. Vous voyez, les généraux se mettent à genoux devant le corps du roi. Et il a des funérailles peut-être plus somptueuses que celles de Louis XV, et certainement une émotion populaire plus respectueuse. D'après Thiers, la population entière de Paris a pris le deuil. Toute la semaine, on a assiégé les Tuileries pour voir la salle du trône. C'est ouverte au public bien habillé. Jamais pour aucun événement on n'a vu plus d'affluence, écrit Anatole de Montesquieu.
Donc Louis XVIII laisse derrière lui une monarchie forte. Charles X, le comte d'Artois, dont on a dit tant de mal, qui avait une réputation politique plutôt mauvaise, il est acclamé lors de son entrée comme roi en septembre 1824. En conclusion, je voudrais parler du caractère personnel de Louis XVIII, des choses qu'on a récemment découvert et ce qui a permis la réussite de son règne. Le marquis de Bonnet écrit au prince de Ligne, octobre 1803, au pire moment de l'émigration. Le roi a l'esprit gai, quoique souvent le cœur leste, l'humeur d'une égalité qui fait chaque jour l'admiration de tous ceux même qui y sont accoutumés depuis 12 ans. Il prend à tout, saisit tout, se porte à tout. Il est flexible, il n'est pas quelqu'un qui ne bouge pas. Il écrit au comte de Blacas, par exemple, « L'adversité n'est pas bien difficile de supporter lorsqu'on a des fidèles sujets comme vous et qu'on ne perd pas l'espoir d'employer le zèle au service de l'État. » Et même au pire moment, au retour de Waterloo, il doit dire adieu au comte de Blacas, parce que Blacas est détesté. « Adieu, cher comte, dum sparo spero », tandis que je respire, j'espère. La véritable force du gouvernement sera dans l'opinion et dans les bons principes des hommes qui, ayant traversé la Révolution, connaissent le mieux les moyens d'en terminer les agitations. Donc il est toujours prêt à utiliser les hommes de la Révolution. Il n'est pas renfermé dans un cercle étroit. Et au moment quand il est debout avec les ultras de la chambre introuvable, il écrit à Blacas, « Que faire? S'envelopper comme Horace dans sa vertu, c'est bien dire, et fait que Dieu, advienne que pourra, continuons notre ouvrage. » Et il croit que son frère et les ultra-royalistes deviendront à la langue des royalistes constitutionnels, ce qu'ils étaient pour un certain moment au début du règne de Charles X. Et ce roi qui était faible, qui était physiquement plutôt disgracieux, il aimait les femmes, il continuait beaucoup de traditions Bourbon. Je cite des lettres récemment découvertes du baron Hu, premier valet de chambre du roi. Donc il savait tout au fond de l'intérieur des Tuileries. Il écrit presque au désespoir, comme un instituteur dont l'élève s'échappe. Il écrit au comte de Blacas du roi qui faisait les yeux doux à la sœur de Decazes, Madame Princeau. C'est une belle passion purement platonique. Croyez-moi, ça se fait. Je n'en crois à peine mes yeux, rien que du ridicule et du très ridicule. Et puis plus tard, il y a une autre femme. Vous vous rappelez, il écrit le 10 août 1817, Hu à Blacas. Vous rappelleriez-vous la fille d'un certain jardinier de Wimbledon, laquelle il faisait à votre grand mécontentement, m'a-t-on dit, des visites à une personne que j'éviterai de nommer, évidemment le roi. Tout cela s'est renouvelé ici. Donc tout cela dit tout, je crois. Et pour ma part, je suis depuis lors à ma seconde introduction, vous me comprendrez. Gens qui connaissent la damselle disent que si elle est jeune, elle n'est pas novice. Mais cui bono pareille visite, me suis-je souvent demandé plusieurs fois, car non, il faut s'arrêter. Je suis quelquefois d'une colère à dire des sottises au bon Dieu. Donc, c'est un roi mystérieux, très personnel, très original, a des idées assez larges, et je finirai par ce qu'a écrit son dernier président du Conseil, M. de Villèle, au moment de sa mort. Il appelait le règne de Louis XVIII parmi les plus glorieux de l'histoire de France. Merci beaucoup. Moi, je file à l'anglais assez rapidement.
je vous raconterai j'ai un petit cadeau pour vous ici. Ludovic, monsieur l'ambassadeur va partir tout à l'heure. Vous lui laisserez le petit sac de livres que je lui ai réservé. Voilà. Allez-y. Alors, ben, écoutez, merveilleux, merveilleux. Et on va débattre maintenant. Je tiens mon... Alors, les spécialistes du 18, il y en a un certain nombre ici. Il y a d'abord... Bon. Là, monsieur l'ambassadeur, encore merci infiniment d'avoir été des nôtres. Hein, et donc... Très bien. Est-ce que je peux ajouter un seul mot? Mais bien sûr. Que vous avez beaucoup parlé, monsieur Moncel, de 1814, mais j'ai le grand plaisir d'habiter une maison qui a été achetée par le duc de Wellington en 1814, en octobre très précisément, de Pauline Borghese. Alors j'habite le monde de 1814 parce qu'il a acheté tout, y compris tout le mobilier, et après Waterloo, ça tenait dans la maison. Tous les réunions du Conseil des ambassadeurs, 300, je pense, dans les années après 1815, présidé par Lord Stuart de Rothesay, qui était l'ambassadeur après Wellington. Alors, dans la maison que j'ai l'honneur d'habiter, se déroulait beaucoup de la diplomatie d'après Waterloo, évidemment beaucoup qui concernait Louis XVIII. Alors, ce serait un grand plaisir, M. Mansell, de vous écouter. Excusez-moi de filer. Merci.